J'appelle donc professeur, docteur Alassane Ba, qui est, je vous rappelle, qui est directeur donc, du Centre humanitaire des métiers de la pharmacie à l'Université de Clermont-Ferrand, et donc qui va nous parler un petit peu justement sur ces contraintes-là, et également évoquer quelle forme de solidarité à mettre en place au niveau africain, puisque l'idée de cette table ronde, c'est de partir avec des recommandations, qu'il y ait une suite sur ce qui se passe, une suite sur les expériences des pharmaciens marocains, que ce soit de l'officine ou de la répartition ou de l'industrie pharmaceutique. Donc, à vous la parole. Vous avez 15 minutes, docteur Alassane Ba. Je suis désolé, j'ai chopé une crève, donc si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me challenger sur des questions, parce que là, je suis complètement... donc, je suis très heureux d'être là. Merci Younes, merci à toute l'équipe, encore une fois, de l'invitation que vous me faites. Je pense que je fais partie maintenant des meubles de Officine Expo. Merci pour ça. Donc, moi, je ferai plutôt un rétexte. Donc, un retour d'expérience sur tout ce qui est achat, distribution des produits de santé en situation de catastrophe, que ce soit Ebola en Guinée, pandémie, Covid ou Gaza, etc. D'accord? Chef, vous pouvez y aller. Hein? C'est moi? Ah, pardon. C'est le vert? OK. Donc là, je me suis permis de vous montrer ce qui se passe à Gaza là, par rapport à notre profession, les pharmaciens. Donc, ceux qui ont regardé hier sur le site des Nations Unies, donc il y a des médecins qui ont écrit ça hier au secrétaire général des Nations Unies en disant que pas de médicaments, pas d'espoir. Donc, s'il n'y a pas de médicaments, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de pharmacien. Donc, comment? Donc ça nous interpelle quand même, parce qu'on est dans ce qu'on appelle une démocratie sanitaire internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir des médicaments, d'autres qui ne peuvent pas avoir de médicaments le 29 février 2024? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est ce qui regarde les statistiques de OCHA. OCHA, c'est l'Organisation des Nations Unies pour tout ce qui est humanitaire. C'est moins de 2% de pharmaciens sur l'ensemble du personnel qui est employé par OCHA. Et je ne vous parle pas des organisations régionales de OCHA où il n'y a pas de pharmaciens, et pourtant ils manipulent des produits de santé dont nous avons le monopole. En Guinée, lors de Ebola, sur 1000 logisticiens, il y avait un pharmacien. Quand il y a eu la pandémie Covid, lorsqu'on a voulu mettre en place ce qu'ils appelaient les comités nationaux de riposte, on a eu du mal à leur faire comprendre qu'il faut des pharmaciens hospitaliers, mais également des pharmaciens d'officine, que nous sommes. Parce que ces pharmaciens d'officine, vous êtes la première porte d'entrée de ces patients-là. Donc, il a fallu, dans certains pays, 6 ou 7 mois pour qu'ils intègrent les pharmaciens d'officine dans ces comités nationaux de riposte. Oui. Donc, tout ça nous interpelle, puisqu'ils utilisent des médicaments dont nous avons le monopole, mais on ne nous intègre pas. Et comme nous sommes dans ce que les Américains appellent le VUCA world, un monde volatile, complexe, incertain, ambigu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le pharmacien que nous sommes doit changer de paradigme ou pas? Est-ce que le pharmacien d'officine, demain, il doit faire une formation humanitaire pour donner de son temps, aller à Gaza, aller un peu partout où nous avons besoin de nous, parce qu'il manipule des produits, encore une fois, dont nous avons le monopole, sans vous donner des leçons, bien sûr. Donc, premier principe, c'est la qualité des produits. Parce que souvent, dans certains pays, au plus haut niveau, on nous dit, ben, écoutez, on est en guerre, on est en catastrophe, nous, on prend tout. Non. Le premier principe, même si on doit prendre, le médicament, il doit être bon. Il n'y a pas de poids de mesure. Ce n'est pas parce qu'on est en pandémie, comme ce qui s'est passé pendant Covid, on nous a donné de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, qui n'était pas préqualifié par l'OMS, qui n'avait pas d'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que parce qu'on est en situation de catastrophe, on a besoin de ces produits-là, qu'on doit quand même accepter qu'on n'est pas sûr de la qualité de ce produit-là? Donc, c'est notre premier rôle, quelles que soient les directives nationales ou de l'OMS, etc. Donc, notre rôle en réalité en tant que pharmacien, que ce soit le pharmacien d'officine, le pharmacien hospitalier, etc., il y a 4 fonctions clés.
Et ça, c'est tout le travail qu'on fait maintenant depuis des années. Je l'ai résumé ici simplement. La première chose, c'est la conformité de la qualité du produit. Est-ce que demain, nous sommes à RDC, nous sommes à Goma et qu'il y a une situation qui est complexe et qu'il faut tout accepter, il faut qu'on vérifie quand même la qualité de ce produit-là. Parce que si on donne un produit qui n'est pas bon, on va créer des catastrophes dans la catastrophe. Et c'est déjà arrivé, sans citer de pays. Ensuite, il y a la conformité réglementaire que vous voyez là. Est-ce que c'est parce qu'on est en situation de catastrophe qu'on ne donne pas des autorisations de mise sur le marché des produits? Que les fabricants peuvent rentrer les produits sous forme de dons sans que le produit ait une autorisation de mise sur le marché? Ou bien est-ce que la direction de la pharmacie et des médicaments va accélérer l'obtention de l'autorisation sur le marché? Quatrième fonction clé, c'est la conformité de la demande. Parce que souvent, vous le savez, quand on est dans ces situations-là, on reçoit un peu de tout. Ceux qui ont fait Haïti le savent. Mais la conformité de la demande, là aussi, vous avez un document qui est très important, qui s'appelle la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, tout produit qui rentre dans le pays doit être sur cette liste-là. Donc, si demain, on est en situation de catastrophe, est-ce qu'on accepte des produits qui ne sont pas sur cette liste? Que disent les médecins? Que disent les prescripteurs? Que disent les pharmaciens hospitaliers? Et enfin, l'offre. L'offre doit être conforme à la demande, conforme à l'aspect réglementaire, conforme à la qualité. Et souvent, quand on est dans ces situations-là, j'espère que mes amis de RDC sont là, à Goma, pour ceux qui connaissent, il y a des tas de produits qui rentrent sous forme de dons qu'on n'utilise pas, et après on demande de les détruire. Et c'est l'État qui détruit. Des produits qui ne sont pas sur la liste, qui n'ont pas d'AMM, et qu'on nous donne. Et souvent, quand on les donne, comme disait mon collègue, la permission est de 2 mois. Vous souvenez-vous quand il y a la pandémie, quand on parlait du vaccin Johnson & Johnson? On nous a livré dans certains pays des vaccins au mois d'avril qui périmaient en juillet. Et on a obligé les pays à détruire ces vaccins-là alors qu'on n'avait pas d'équipement et qu'on n'a rien demandé. Donc voilà les fonctions clés de tout pharmacien qui veut s'engager dans l'humanitaire, c'est les fonctions. Et sincèrement, ce n'est pas parce qu'on est en situation de catastrophe qu'on ne va pas respecter ces piliers-là. Maintenant, pour ceux qui veulent s'engager dans l'humanitaire, si demain vous dites en tant que pharmacien d'officine, je vais consacrer 20%, 30% de mon temps pour aller à Gaza, pour aller en RDC, pour aller en Haïti ou dans le nord du Burkina Faso, je ne sais pas si mes amis burkinabés sont là, dans le nord du Burkina aujourd'hui, non seulement il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de centre de santé, mais il n'y avait plus de médicaments. Et quand ils ont mobilisé des équipes de riposte, ils ont oublié les pharmaciens. On fait comment? Donc vous devez d'abord, il y a ce qu'on appelle les dispositions générales, donc c'est mon collègue qui l'a rappelé ça sur beaucoup de thèmes. Donc je vais juste prendre un thème par rapport à tout ce qu'il vient de dire, c'est les réclamations sur la qualité des produits. Est-ce que c'est parce qu'on est en situation de pandémie qu'on donne les produits qu'on ne fait pas de la vigilance sur ces produits-là? Parce que dans beaucoup de pays, sans citer les pays, on s'est rendu compte pendant la pandémie, quand on faisait les MAPI pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de nos citoyens qui ne supportaient pas les vaccins. On n'a pas fait les MAPI, donc on n'a pas les vigilances sur les vaccins. Ah, je parle mal, c'est ça? Non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rôle du pharmacien, c'est de faire les MAPI. Pharmacovigilance, vigilance, hémovigilance, matériovigilance. Donc, dans toute la logistique, souvent, on oublie cette fonction-là hautement importante de protection des patients, au-delà des AMM, contrôle qualité, etc. Donc, c'est fondamental. Une fois que vous avez vacciné, si c'est le vaccin, qui fait les MAPI, qui les reporte, etc. Donc, voilà toutes les fonctions que vous avez là, mais mon collègue l'a déjà rappelé. Mais également, la logistique inverse. La logistique inverse, c'est quand vous donnez le produit à Bobo Dioulasso ou à Thiès ou à Fatick, et vous l'avez donné 500, et que vous devez tracer là, et que sur les 500, vous ne retrouvez pas les 500, ça veut dire que quelque part, il y a quelques produits qui traînent quelque part, et peut-être qui peuvent alimenter le marché parallèle, ou qui sont dans une maison, et c'est des vaccins, c'est pas normal. Donc, au-delà de ces piliers que vous maîtrisez là, la réclamation sur la qualité, les défauts de signalement et la logistique inverse sont fondamentales, et c'est souvent là qu'on a des problèmes, sur la logistique. D'accord? Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle les sites de rupture de charge. Les sites de rupture de charge, c'est que
vous allez donner le produit à Ziguinchor, où, comme disait mon collègue, les locaux ne sont pas adaptés, etc., etc. C'est dans des endroits reculés où les produits doivent arriver. Par exemple, ce qui se passe actuellement à Gaza, où les hôpitaux sont détruits. On est obligé de trouver des sites périphériques, mais qui ne sont pas adaptés aux normes pharmaceutiques. Et on doit quand même faire quelque chose. Et donc là, ce qui va nous poser problème, c'est la conformité des locaux. Comme je disais tout de suite, c'est pas parce qu'on est en situation de catastrophe, on donne du n'importe quoi. Donc les locaux doivent être adaptés. Et comment on fait pour que les locaux soient adaptés? Au-delà des militaires qui, eux, sont très très bien organisés. Les militaires, vous prenez la pharmacie centrale des armées en France ou aux États-Unis, ils sont très bien organisés pour maîtriser toute la logistique. Mais quand on est dans le civil et qu'on n'a pas des locaux adaptés, c'est aux pharmaciens de faire en sorte que ces locaux-là soient adaptés, que ce soit des vaccins, des produits, etc. Donc ça, c'est l'élément fondamental sur le site de rupture de SACH. Maintenant, on m'a posé la question sur la solidarité intra-africaine. Vous savez que l'Europe a créé ERA depuis la pandémie. Donc, ils ont créé un système de solidarité, etc. L'Union africaine a essayé de créer une plateforme logistique, etc. Mais moi, de par mon expérience, de par mes convictions, de par mes valeurs, si ça n'existe pas, bien sûr, je pense qu'il faut d'abord mutualiser la formation des pharmaciens dans l'humanitaire. Au-delà de vos compétences reconnues, valorisées, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, que le Maroc vient d'avoir l'Institut des métiers de l'industrie pharmaceutique, tout le monde en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, ça n'existe pas, on ne devrait pas créer un institut de formation sur les métiers de l'humanitaire, qu'on soit nous capables de répondre et qu'on n'attende pas que l'Union européenne ou les États-Unis donnent 200 millions et forment nos pharmaciens, et que ceux qui sont formés soient déployés et mobilisables tout de suite. Et qu'on sait au Sénégal, c'est Aboubakry Sarr, et on sait qu'au Burkina ou au Cameroun, c'est mon frère Prosper, etc. Donc, on a des piliers qu'on peut mobiliser tout de suite. Je pense aussi qu'il faut accélérer les procédures d'octroi d'AMM de reconnaissance. Comme je disais, même si on est en situation de crise, on ne peut pas donner les produits sans AMM. Donc, faisons en sorte qu'en situation de crise, qu'il y ait tout de suite un processus d'accélération des autorisations de mise sur le marché. Si le Maroc a autorisé le produit, le Sénégal peut l'autoriser. Donc, allons vite, ayons juste le dossier CTD et on avance. Ensuite, je pense qu'il faut créer un stock d'urgence stratégique. Si ça n'existe pas, encore une fois, je ne connais pas tous les pays. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une liste des produits qui répondent à tous les besoins? On sait que ça, c'est la liste standard. On a un stock stratégique comme ce qui existe en Europe et mobilisable tout de suite en fonction des crises qui se passent dans les pays. Et dernière recommandation que je ferai, pour rester dans les temps, comme moi je parle beaucoup, oui, voilà, c'est de mettre en place un système dynamique de partage des informations. On est dans un monde, comme je vous disais, VUCA World, avec maintenant l'intelligence artificielle, la robotisation, le blockchain, je pense que c'est de ça qu'il voulait parler, etc. Il nous faut un système informatique qui mutualise toutes ces informations-là. Comme ça, quand moi je suis à Marrakech, je vois ce qui se passe au Niger, je sais tout de suite de quels produits ils ont besoin, de quelle quantité, etc. Et donc, c'est tout ça qui va permettre d'avoir une réponse agile, anticipée, et qui ne dépende pas de la bonne volonté des bailleurs de fonds, etc. Voilà, j'en ai fini, Madame la Présidente. J'espère avoir resté dans les temps. Merci beaucoup, Dr. Alassane Ba.